Bonjour, bonsoir à tous. Je me retrouve ici devant les Archives nationales de France. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est la 200e anniversaire de l'indemnité qu'Haïti a dû payer à la France pour reconnaître son indépendance. D'une part, et également cette indemnité a servi à indemniser les propriétaires d'esclaves. Donc, vous savez, aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a fait une déclaration par rapport à cette date d'anniversaire. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Vous le savez déjà, il a annoncé qu'il y a une commission d'enquête formée d'historiens qui va travailler sur ce sujet-là et qui va lui faire des propositions. Et contrairement à ce qu'on avait pensé, certains Haïtiens avaient imaginé, eh bien, Emmanuel Macron n'a pas du tout mentionné, comment dire, cette histoire de restitution de la dette de l'indépendance, contrairement à ce qu'on pensait. Je suis venu ici aux Archives nationales parce qu'aujourd'hui, il y a un événement spécial. Un événement qui marquera, comment dire, les 200 ans de cette indemnité. Alors, il y a beaucoup de personnalités à l'intérieur, il y a beaucoup de monde, vous allez voir. À l'occasion de cet événement, je vais entrer à l'intérieur, non seulement pour participer, je vais vous faire vivre l'événement, mais également, je vais en profiter pour poser, pour demander aux gens, aux officiels surtout qui sont là, alors qu'est-ce qu'ils pensent de la déclaration d'Emmanuel Macron. Allez-y, suivez-moi. Alors voilà, nous sommes à l'intérieur des Archives nationales où se déroule en ce moment même, comme je l'ai annoncé, cet événement exceptionnel qui marque les 200 ans de l'indemnité, cette indemnité que la France a imposée à Haïti. Donc il y a du monde qui commence à se rassembler. Alors on voit là, il y a Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre français, et qui est également président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors nous, on va essayer d'avoir Monsieur Ayrault pour une petite interview, histoire de lui demander qu'est-ce qu'il pense de la déclaration d'Emmanuel Macron de ce matin. Vous êtes ancien Premier ministre de la République française. Alors aujourd'hui, c'est une date importante parce que aujourd'hui marque les 200 ans, on va dire, de la dette que la France a imposée sur Haïti. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous savez, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage que je préside, qui a été créée en 2019, depuis sa création, milite pour que la France, par un acte solennel, reconnaisse sa responsabilité en la matière. Il y a 200 ans, le 17 avril exactement, le roi Charles X signa une ordonnance royale d'une violence inouïe, imposant à Haïti, un pays pauvre mais qui avait conquis avec son peuple sa liberté et son indépendance, de payer une dette à la France. Vous voulez rester indépendant? Eh bien, vous allez payer une dette à la France. Et puis, on va rembourser les anciens propriétaires d'esclaves avec cet argent qui va être géré par la Caisse des dépôts. Et pendant des générations, ce sont les paysans haïtiens qui ont payé cette dette. Et le pays étant si pauvre qu'il ne pouvait pas rembourser la dette, qu'il a dû emprunter à des banques françaises. Donc, c'est pour ça qu'on parle de double dette. Jusque dans les années 1950. On sait dire combien ça a pu peser sur le développement de cette jeune nation. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un acte très fort que nous avons souhaité, la déclaration du président de la République française, qui solennellement reconnaît cette responsabilité. Donc, mais on va dire, c'est vrai qu'on pensait, en fait les Haïtiens pensaient qu'effectivement le président de la République allait aborder la question de la restitution. Bon, ça n'a pas été abordé. Oui, mais il y a une méthode qui a été arrêtée, décidée. J'ai rencontré le président Leslie Voltaire, qui était président par intérim d'Haïti et qui a rencontré le président de la République. Nous avons discuté ensemble et il souhaitait, et je pense qu'il avait raison, qu'on commence par un acte de méthode et en créant une commission mixte composée de chercheurs français et de chercheurs haïtiens, co-présidés par Haïti et par la France, pour faire la lumière sur le processus historique, sur toutes les conditions qui ont conduit à la remboursement de cette dette et ce que ça a coûté au peuple haïtien dans son propre développement. Et que ça se soit mis sur la table et mis au service de la connaissance partagée par tous les citoyens du monde. D'abord les citoyens d'Haïti et de la France. Et à partir de là, on pourra construire un avenir commun. C'est là que la question de la réparation doit être posée, en termes de méthode et d'ambition. Alors, il y a aussi un aspect de la question. Par exemple, en France, l'opinion publique française n'est pas très informée, on a l'impression, en tout cas non haïtien, de cette question. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette... C'est un impensé de la mémoire française, une gêne en quelque sorte, une double gêne.
C'est pas brillant de reconnaître qu'on a fait payer à un peuple qui garde sa liberté et son indépendance une dette aussi colossale. Et qu'un peuple payé pendant des générations. C'est pas glorieux de le reconnaître. Et donc ça a été occulté. Et puis il y a aussi une autre chose. C'est qu'entre la France et Haïti, et j'allais dire Saint-Domingue, l'ancienne colonie française, il y a une histoire qui est celle de l'esclavage. Le peuple haïtien a conquis lui-même sa liberté en 1791 avec les luttes de Toussaint l'ouverture. Napoléon a voulu ensuite rétablir l'esclavage, a envoyé ses troupes qui ont été vaincues à Vercières. C'est le premier Waterloo de Napoléon. Un Waterloo aux Caraïbes. Et ça c'est pareil, c'est pas une gloire pour la France. Donc tout ça a été mis de côté, occulté, ce qui fait que dans les programmes d'histoire, de l'enseignement général, on n'enseigne pas cette histoire. Donc là aussi c'est un acte de réparation que désormais on enseigne cette histoire dans les programmes scolaires. Voilà, très bien, on espère. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors maintenant, nous sommes en face d'un document très important. C'est l'original de l'ordonnance du 17 avril 1825. L'ordonnance que le roi Charles X a signée, cette ordonnance reconnaît l'indépendance d'Haïti, moyennant le paiement par Haïti de l'indemnité colossale que vous savez, c'est-à-dire 150 millions francs or. Cet argent était destiné à indemniser, on va dire, les anciens propriétaires esclavagistes. Alors, si on regarde de très près ce document, voilà, je dis bien, c'est l'original qui est conservé ici aux Archives nationales. Alors, dès le début du document, je vous lis un extrait du début, vous allez comprendre. Voulant pourvoir à ce que réclame l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Alors, etc. Vous voyez, le texte dit dès le départ, et ce qui le justifie, c'est d'abord les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue qui n'ont plus accès à leurs habitations, à leurs esclaves. Et donc du coup, c'est de les indemniser. Et ensuite, comme dit le texte, l'état précaire des habitants actuels de cette île. C'est-à-dire que le fait que Haïti n'était pas reconnu comme un État en tant que tel par la France. Ce document, c'est l'original que nous sommes en train d'admirer ici. Maintenant, on se trouve dans la salle, cette grande salle où se déroule cet événement exceptionnel aux Archives nationales françaises. Cet événement, je le rappelle, qui marque les 200 ans de l'indemnité d'Haïti. Cette indemnité que la France a imposée à Haïti pour reconnaître son indépendance et indemniser les anciens colons esclavagistes. Alors, vous êtes, on va dire, responsable associatif. Alors, on sait qu'aujourd'hui marque le 200e anniversaire de la dette que la France a imposée à Haïti. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait une déclaration ce matin. Alors déjà, est-ce que vous êtes déçu de la déclaration d'Emmanuel Macron? Je parlerai de rançon pour ce 17 avril 2025 et non plus de dette par rapport à cette situation. Sur la déclaration du président de la République, on attendait plus, on attendait mieux d'un président qui a l'habitude de s'engager, surtout sur les questions mémorielles, où il a eu l'occasion aussi de s'engager sur des situations compliquées. Même s'il y a certains discours, notamment avec les chefs d'État africains en Afrique, qui ont été un peu difficiles. Mais compte tenu de Haïti, avec cette histoire commune, on disait Haïti c'est la sœur de la France, la petite sœur de la France. On attendait mieux parce que nous n'avons pas besoin de prouver ce que les historiens et les historiennes nous disent depuis des années. Nous sommes aujourd'hui aux Archives nationales de la France. On nous présente des documents officiels de l'époque qui reconnaissent cette rançon imposée à Haïti. Ce que nous avons voulu, ce que nous voulons, c'est une reconnaissance mémorielle, certes, mais un début d'un calendrier pour des réparations. Ouais, mais on est loin du calendrier là, parce que Emmanuel Macron n'a même pas parlé de restitution, même pas mentionné le mot. C'est ça où est le problème. Une injustice de l'histoire. Tout le monde peut le dire.
toutes les nations peuvent dire oui, cette situation, c'est une injustice de l'histoire. Mais cette injustice de l'histoire, c'est la France qui l'a imposée à Haïti. On est en France, c'est une déclaration du président de la République française, donc on n'attendait pas que le président de la République dise c'est une injustice de l'histoire. C'est une évidence. C'est de reconnaître cette injustice de l'histoire. Ce n'est pas justement juste de la dire. Et un calendrier, une commission, pourquoi pas, mais surtout un calendrier avec des étapes pour dire, 1, on reconnaît cette rançon. 2, quelles seront les futures étapes, les mécanismes pour commencer à moyen terme le retour de cet argent pillé à Haïti. Mais la question qui se pose aussi, je pense, parmi les Haïtiens, c'est que non seulement il n'y a pas de demande officielle de la part de l'État haïtien, parce que maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas d'État haïtien. Calendrier, pour faire quoi? Les acteurs en Haïti, c'est qui en fait? Alors ça, c'est toujours le moyen de ne rien faire. Parce que des problèmes, il y en a partout. Des personnes disent, oui, c'est un pays de corruption. Quel est le pays dans le monde où il n'y a pas de problèmes de corruption? Ça, c'est pour ne rien faire. Il y a des possibilités. Il y a des organismes de contrôle. Et je pense que ce qui est demandé, ce n'est pas de dire demain je signe un chèque de près de 21 milliards de dollars pour redonner Haïti, parce qu'on sait qu'il y a cette impossibilité d'absorber tout de suite cette somme. Mais de donner un calendrier, de donner des étapes, des échéances, voir comment on règle cette situation d'insécurité, de remettre une démocratie, une vraie démocratie sur le territoire haïtien, peut-être une démocratie à l'haïtienne également, pour bien comprendre comment les Haïtiens fonctionnent. Je pense que là, oui, il y a des éléments forts à dire. En Europe, il y a des problèmes, il y a des pays qui veulent rentrer en Europe. Et l'Europe dit, ah, ce pays-là, il y a des problèmes de corruption. Il y a des pays qui sont dans l'Union européenne où il y a des problèmes de corruption, ou des difficultés d'absorber. Donc c'est une façon assez facile de dire que oui, il y a des problèmes par-ci, par-là, et puis au final, on ne peut pas régler. Oui, on peut régler avec cette volonté et en donnant des différentes étapes et le calendrier. Certes, la commission avec les historiens pourront le faire, mais dans cette commission, il faut aussi des économistes qui vont pouvoir aussi aider à calculer, à identifier cette dette. Il ne faut pas qu'on se batte non plus sur des chiffres. Ce que je dis à mes compatriotes, il ne faut pas qu'on dise c'est tant. Non, laissons la possibilité aux personnes qui peuvent retracer tout ça pour leur dire, mais voilà, ça pourra coûter tant et à quel moment on va enclencher ce retour de cet argent. Alors, vous avez travaillé sur la question de la dette, en fait, on va dire la question de la rançon de l'indépendance. Vous avez fait un film, mais quel est le point de vue de votre film, en fait? Est-ce que, on va dire que c'est un film sur la dette elle-même, ou bien c'est un film vraiment qui va un peu plus loin? C'est d'abord un film sur la dette, évidemment, parce qu'il a fallu commencer par définir ce que c'était que ce fait historique. Le point de départ du film, c'est de se rendre compte que l'histoire entre la France et Haïti a été en grande partie oubliée en France, et que la France a, après l'indépendance haïtienne, écrit sa propre version de l'histoire. Et que finalement, c'est un peu comme si on n'avait jamais, du côté français, laissé Haïti raconter son histoire, à savoir son indépendance, sa révolution, qui est une révolution particulièrement emblématique. Et finalement, c'est le vaincu, le pays vaincu lors de la révolution haïtienne, la France, qui a d'une certaine manière écrit le récit historique, en tout cas pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'était le point de départ, de se rendre compte qu'il y avait ce problème finalement historique, et qu'il fallait essayer d'expliquer au mieux ce que c'était que cette histoire franco-haïtienne, et donc l'importance de cette dette. Ensuite, je crois que le film va un peu plus loin, puisqu'il explique comment la mise en place de la dette entre la France et Haïti finalement pose les prémices de relations qu'on appellera par la suite néocoloniales. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que la France ait décidé de continuer à exercer une sorte de domination sur Haïti à travers l'économie, à travers des relations financières, finalement ce schéma qui a été inventé par la France en Haïti va finalement être répliqué plus tard, notamment tout au long de la deuxième partie du XXe siècle, lors des décolonisations africaines notamment.
Alors, comment avez-vous pris connaissance de cette histoire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à l'école? Non, justement, comme effectivement le point de départ du film, c'était de se rendre compte que c'était une part cachée de l'histoire de France. Moi, je ne l'ai jamais appris à l'école et j'ai découvert très tard. Je me suis d'abord intéressé à Haïti par rapport à sa situation aujourd'hui. En tant que journaliste, je trouvais ça intéressant de se poser des questions sur ce pays dont on parle toujours de la même manière. Et je me suis un peu posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait toujours le même discours sur Haïti, avec des clichés sur le pays le plus pauvre du monde ou de l'ouest du planisphère. Enfin, les appellations diffèrent, mais on a à peu près toujours les mêmes clichés de misère. On parle souvent, on a l'impression que comme si le sort s'était acharné contre Haïti. Et donc ça m'intéressait déjà de comprendre un peu ce qui se cachait derrière ça en fait. Et après, non, cette histoire, je l'ai apprise par morceaux, en m'intéressant un peu à Haïti. Il y a eu des articles assez importants du New York Times qui avaient essayé de chiffrer un peu ce que Haïti avait payé à la France. Et en fait, en creusant un peu derrière ça, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était peut-être pas tant le chiffrage, bien qu'il soit effectivement très très important. C'est dans l'histoire de savoir combien Haïti a payé. En revanche, ce qui m'intéresse moi, c'était plutôt de comprendre comment ce modèle a été inventé à ce moment-là de l'histoire et comment il a été ensuite répliqué dans plein d'autres cas au niveau des décolonisations qui vont suivre après. Alors, on a entendu ce soir, vous avez fait un très beau discours. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Alors je suis Jessie Claude, conseillère régionale, vice-présidente de commission. Je suis consultante en recrutement, chargée d'enseignement à l'université et animatrice en radio. Vous êtes haïtienne? Exactement, originaire d'Haïti, oui. Voilà, c'est ça, on l'a senti dans le discours de ce soir. Effectivement, ce que je voulais faire paraître aujourd'hui, ce n'était pas le discours d'une militante vindicatiste, ce n'était pas le discours d'une politicienne, d'une élue, c'était cette jeune fille qui aujourd'hui a toujours grandi dans la culture haïtienne et qui avait envie d'apporter un message de ce qu'elle avait vu et de ce que l'histoire avait déjà créé, de ce que l'histoire avait déjà dit et apporter une réponse à cela. Mais est-ce que vous avez de l'espoir suite à la déclaration d'Emmanuel Macron concernant effectivement l'histoire qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti? Alors, dans le discours que j'ai fait, j'ai dit plusieurs choses. J'ai dit notamment le fait que l'espoir n'est pas une formule, c'est une pratique. Donc soit on décide de l'appliquer et de l'activer, ou soit on décide de baisser les bras. Deuxièmement, on pourrait être fataliste, mais comme je disais à la fin, il y a 200 ans, nous regardions ce que nos ancêtres avaient fait. Dans 200 ans, qu'est-ce que nos descendants vont dire de ce que nous avons fait? Et la vraie question, c'est de dire soit on baisse les bras et on entérine, on continue, on alimente cette spirale du drame, du désespoir, en disant il n'y a plus rien à faire, vous avez vu, il n'y a plus rien à faire. Tous les autres pays continueront à avancer, le nôtre restera bloqué au jour où il a signé cette ordonnance. Tous les autres pays passeront dans le siècle prochain, répondront à leurs enjeux, à leurs priorités, à leurs problématiques. Et nous on dira, ah non, comme on a eu la dette, du coup on est condamné à la mort éternelle. Pas possible. On ne peut pas accepter ce fatalisme. Alors comment analysez-vous le discours de Macron? Parce que en gros, en fait, Macron n'a pas parlé de restitution. Voilà, il a proposé une commission pour travailler sur la question, etc. Est-ce que vous attendiez à ça ou bien vous attendez un petit peu plus du président? Non, même s'il voulait, je ne pense pas qu'il aurait pu faire plus, dans le sens où cette question-là, elle est budgétaire, elle est financière, elle n'a même pas été pensée par des économistes français, elle n'a même pas été pensée par les institutions financières françaises. C'est ce que disait Jean-Marc Ayrault, il disait qu'il faut que la Caisse des dépôts puisse maintenant aussi s'asseoir à la table de la réflexion pour pouvoir comprendre comment on va pouvoir mettre en place cette restitution. Ce n'est pas uniquement de dire on va déposer de l'argent et puis les Haïtiens seront contents. Il y a eu déjà des précédents dans lesquels de l'argent est arrivé dans les caisses de l'État, il a été dilapidé. Donc le problème n'est pas tant quand est-ce qu'on va récupérer cet argent, c'est quand est-ce que nous serons en mesure et en capacité de le récupérer et de l'utiliser à bon escient. Et dans ce cas, qu'est-ce que la France peut faire, d'après vous? Je ne sais pas si c'est la France qui peut ou qui doit. Il y a un dicton qui dit c'est graisse cochon qui devient cochon. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que les Haïtiens peuvent faire pour eux-mêmes? Si la France restitue, et elle n'est pas encore dans ce processus-là, il faut que nous, on se regarde en face pour dire comment, un jour, on sera prêt à le réceptionner. Maintenant, la France, qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas, qu'est-ce que nous, on est capable de faire dans un premier temps, en tant que stabilité, en tant que pays devant apporter la sécurité à nos habitants? On n'a pas d'institution, on n'a pas de parlementaires, et on parle de dette. Je ne dis pas que ce n'est pas de fait, ça l'est. Mais il y a des problématiques qui sont nôtres et qu'il faut qu'on regarde déjà, dans un premier temps. Donc, si je vous comprends bien, c'est-à-dire que la dette, le fait d'agiter la question de la dette, c'est pas tant
pour réclamer une restitution tout de suite, mais c'est pour faire en sorte que, on va dire, la situation d'Haïti puisse être, voilà, on va dire, médiatisée en France, par exemple. Complètement, et c'est ce que je disais juste avant. Je disais que je suis ravi qu'il y ait une proposition de résolution qui a été faite à l'Assemblée nationale pour remettre cette injustice au cœur du débat politique. Ça, c'est une priorité. Maintenant, nous avons commémoré ces 200 ans. Comment ? Par l'écho de ces 200 ans, on va interroger la situation politique, humanitaire, nationale au local, directement. Je pense qu'il y a plusieurs biais sur lesquels, et Jean-Marie Todal disait très bien, il y a tellement de problèmes qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. On ne sait pas lequel il faudrait prendre en priorité pour démêler toute la bobine. La problématique est vraiment là. Mais je pense qu'aujourd'hui, une population constitue une nation. Mais c'est aux institutions de la, comment dirais-je, de la structurer. C'est aux institutions et aux élus de fournir le cadre nécessaire et vital pour que la population puisse vivre dignement. Et ça, c'est des sujets qui traînent déjà depuis de nombreuses décennies. Donc je pense que ce sont deux sujets qui se tirent en parallèle. La dette et la problématique initiale, et c'est ce que je disais juste avant, elle est l'origine du chaos. Néanmoins, il y a d'autres outils qui ont alimenté ce chaos et que nous devons aussi regarder. Si tant est que l'argent de la dette revienne, aujourd'hui, au vu de la situation, on imagine comment il va être utilisé? Imaginons, je suis dans le monde le plus hypothétique du monde. Le président annonce qu'il rembourse. Les économistes ont annoncé 21 milliards de dollars. Et là, on a 21 milliards de dollars qui arrivent en Haïti. On a capacité de les gérer? C'est ça la vraie question. S'il avait dit oui, et que cet argent était rentré, serions-nous en mesure institutionnelle, politique, humanitaire de pouvoir gérer, administrer cet argent?